Je suis Chloé Cohen et vous écoutez Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Dans ce nouveau format sur la route, je vous emmène à la rencontre des acteurs et des actrices du changement dans l'industrie textile. Comment fabrique-t-on des vêtements éthiques ? Concrètement, ça veut dire quoi de s'engager au quotidien pour un monde meilleur ? Alors aujourd'hui, direction l'Occitanie, une région du sud de la France, avec la marque Laine Paysanne. Nous allons décortiquer la fabrication d'un pull en laine éthique, du mouton jusqu'au tricotage. Et sinon, j'ai une annonce importante à vous faire. Après plusieurs semaines d'hésitation, je viens enfin de créer une page Patreon. Patreon quoi ? En fait, c'est tout simple. Pour continuer à réaliser tous les formats de Nouveau Modèle, j'ai besoin de vous. Nouveau Modèle est un podcast natif indépendant et aujourd'hui je ne gagne pas ma vie avec ce projet. Pourtant j'aimerais continuer à vous proposer du contenu de qualité. Alors si vous aimez le podcast, si vous souhaitez me soutenir, il suffit de cliquer sur le lien Patreon que vous trouverez dans les notes, les détails de cet épisode. Vous donnez ce que vous pouvez et ce que vous voulez. Toutes les contributions, même les plus petites, sont très importantes. Alors un immense merci pour votre soutien. Allez, maintenant assez parlé, direction l'Occitanie pour en apprendre plus sur la filière de la laine. Allô Olivia, c'est Chloé ? Oui, j'espère que je te dérange pas. En fait, je suis un peu en avance. Je pense être arrivée, mais je suis pas sûre et certaine que ce soit au bon endroit. Comme il n'y a pas de panneau ni rien. Ok, ça marche. Ok, à tout de suite. Bonjour. Bonjour. Bonjour Chloé, enchantée. Je suis désolée, je vous interromps, vous êtes en train de manger. On peut se faire la bise. Anaïs, enchantée. Magali. Je cherche une chaise. En fait. Donc, hop, ça, Ouais, Chloé est arrivée. Si tu veux passer. Si on passera à la ferme après. Bah non, si tu veux, je sais pas si tu veux participer à l'interview, si t'as quelque chose à dire, si tu veux t'exprimer. Moi, c'est Olivia Bertrand, j'ai 32 ans et j'ai fondé le projet Laine Paysanne avec Paul, qui est donc mon compagnon. C'est passé ces dernières années par tout le montage du projet et aujourd'hui, je m'occupe surtout de la coordination, depuis la récolte de laine chez les éleveurs jusqu'au produit fini, en grande partie aussi de la vente directe et de la communication. Alors moi c'est Paul de la Tour, donc cofondateur avec Olivia donc du projet Laine Paysanne. Je suis éleveur de moutons en association avec mon père, donc sur la commune de Saverdun. Et on a monté le projet Laine Paysanne donc pour essayer de valoriser la laine du troupeau dans un premier lieu. Et donc maintenant c'est vrai qu'on travaille avec un peu plus d'éleveurs. On est en vente directe, nous sur l'exploitation agricole. C'est vrai qu'essayer de valoriser la laine du troupeau, c'était quelque chose qui était une suite logique dans l'aventure sur le territoire. On va aller voir derrière là, il y a Thibaut et Théo qui sont en train de déparasiter les futurs agneaux qui vont être sevrés aujourd'hui, qui vont donc rester en bergerie, tandis que les mères elles vont repartir dans les prés. Donc là tu as des brebis devant toi, elles ont un trait bleu sur la tête, ça veut dire qu'elles ont été déparasitées et elles attendent de sortir. Donc là on est sur des brebis tarasconnaises. Les brebis tarasconnaises, c'est vraiment la race endémique en Ariège, enfin c'est la race majoritaire en Ariège. C'est des brebis qui n'ont pas été sélectionnées pour leur laine, mais plutôt pour leur capacité à pouvoir valoriser les territoires pastoraux. Les Pyrénées, là, c'est quand même des zones très escarpées, et donc c'est des brebis qui sont assez hautes sur pattes, et que c'est des vrais chamois, quoi. C'est des bêtes qui peuvent aller grignoter la petite herbe au-dessus du caillou, etc., quoi. Et voilà. Et vraiment, et l'enjeu avec Laine Paysanne, c'était de dire que bien que ces bêtes-là, elles aient été sélectionnées non pas pour leur laine, mais pour d'autres caractéristiques, on peut arriver quand même à valoriser la laine de ces brebis, et on peut arriver, grâce à un bon diagnostic, à faire des produits qui soient de qualité, quoi.
Et c'est-à-dire qu'avec les laines de tarasconnaise, par exemple, on va en faire des vêtements de dessus, on va faire pas forcément des vêtements qui sont à même la peau, on utilisera plutôt de la laine mérinos, mais par exemple pour des pulls de dessus, ça va très très bien, quoi. C'est une laine qui a beaucoup de gonflants, qui est aussi utilisée à l'international pour faire des futons. Parce qu'en fait, elle a une vraie résilience, cette laine, c'est-à-dire qu'elle va retrouver toujours sa forme initiale. Et ce gonflant-là va lui donner donc de la chaleur. C'est une laine qui est très chaude et qui est utilisée donc aussi donc, dans l'industrie du matelas. Allez. Alors ici, on est en Ariège, on est sur un territoire de coteaux, c'est-à-dire assez vallonné, avec vue sur les Pyrénées. On est en agriculture biologique, donc on exploite un troupeau d'environ 1000 brebis, donc ce qui est relativement conséquent, mais après ce qui est quand même à une échelle qui nous permet de gérer correctement, c'est-à-dire dans le sens où on est quand même quatre unités de travail sur l'exploitation agricole. Et on est sur une race de brebis qui est la tarasconnaise, donc c'est une brebis qui a relativement peu de laine, mais qui gérée correctement, ou en tout cas triée correctement lors de la tonte, peut permettre d'avoir des qualités qui nous permettent de faire du vêtement, de faire des produits adaptés à cette qualité de laine. Pourquoi avoir décidé de créer Laine Paysanne ? Ça n'a pas été une décision du jour au lendemain, ça a été plutôt un cheminement. En fait, ça a commencé quand on s'est rencontré avec Paul, qui lui donc était éleveur déjà associé avec son père, avec une réflexion autour de la valorisation de la laine, puisque comme beaucoup d'autres éleveurs, la laine partait au négoce, donc sur le marché international, et était vendue à bas coût. Et à côté de ça, moi j'avais une formation en tissage artisanal, donc avec vraiment une approche artisanale. Je me rendais déjà chez quelques éleveurs pendant la tonte pour m'approvisionner en laine locale. C'était vraiment important en termes de démarche. Et j'avais aussi une petite expérience dans une filature. Donc j'avais plutôt une approche filière avec quelques connaissances aussi en élevage. Donc des bases, on va dire, pour coordonner un projet qui implique de suivre toute la filière. Et donc on s'est dit que ce serait quand même intéressant de faire des essais sur la valorisation de la laine du troupeau, donc ça a démarré comme ça. Et au fur et à mesure, les résultats ont été très concluants. On a sorti des très jolies qualités de laine. Les premiers produits se sont vendus par bouche à oreille et donc on a décidé d'élargir au partenariat avec d'autres éleveurs de façon à avoir plus de couleurs naturelles, plus de qualité. Plus de volume, et puis on s'est aussi rendu compte, ça a été un jeu de rencontre entre d'autres projets, et puis notamment je pense à l'atelier Missègle, qui est notre atelier tricotage. On s'est rendu compte des potentiels qui existaient en termes de tricotage et tout ce qu'on pouvait faire avec, donc ça nous a donné envie de développer une gamme autour du vêtement. Donc Laine Paysanne est née de cette démarche plutôt militante de valoriser les laines locales, c'est clair, et de reterritorialiser la filière, mais aussi de tout ce potentiel qu'on a découvert en fait. Pour reprendre sur donc le pourquoi de Laine Paysanne, moi en ce qui me concerne, on était vraiment donc dans le développement de l'exploitation agricole. On était sur une démarche de vente directe. Et c'est vrai que pour moi, c'était très important de valoriser l'ensemble de ce qu'on pouvait produire sur l'exploitation. Et la laine était une matière qui n'était vraiment pas valorisée. La tonte, ça a lieu une fois par an. C'est une vraie fête. Et c'est vrai que c'est dommage de voir toute cette matière première disparaître dans le camion d'un négociant sans avoir aucun suivi sur ensuite ce que cette laine va devenir, quoi. Et puis aussi c'est vrai que quand on est paysan et qu'on essaie de produire correctement, en fait on se pose des questions, on se pose pas mal de questions sur la nourriture, sur la manière vraiment de produire cette nourriture, que ça soit de la viande ou des légumes ou des fruits, etc. Et quand on est dans une démarche comme ça un peu curieuse de savoir
comment on fait, pourquoi on en est là, etc. aujourd'hui, et comment est-ce qu'on va permettre d'avoir des produits qui soient entre guillemets relativement neutres d'un point de vue production, en tout cas, et puis simples pour le consommateur. Très vite, on voit un petit peu dans la filière textile également ce qui se passe, et c'est vrai qu'avoir cette fibre sur le dos de nos moutons et se dire tiens, on pourrait aller un peu plus loin, on pourrait aussi sur nos territoires aller au-delà de la simple production de denrées alimentaires, mais essayer de faire en sorte que le vêtement devienne aussi une matière et un produit qui soit issu de nos campagnes. On trouve ça, c'est vrai que ça devient très naturel. C'est une démarche très naturelle, mais qui est juste cohérente avec l'existence qu'on a sur notre petit territoire, quoi, et sur le développement de process de production pas alternatifs. J'espère que maintenant ils ne seront plus alternatifs, mais ils vont devenir principaux. Mais c'est aussi toute une démarche qui nous anime, quoi. Puis c'est vrai qu'il y a cette dimension dont on parle pas parce qu'elle était déjà, on va dire, dans nos têtes bien avant laine paysanne, mais c'est vrai que quand on commence à s'intéresser à la laine, j'imagine que c'est comme beaucoup d'autres matières premières, on creuse un peu les réalités de la filière et on est quand même sur une matière qui est complètement dévalorisée, qui est exportée pour 80-90% à l'étranger, et on va importer des laines uniformisées de l'autre bout du monde sans forcément de traçabilité pour approvisionner nos industries locales. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu ce constat complètement fou et l'envie de se dire on peut peut-être partir de ce qu'il y a chez nous, peut-être que c'est une ressource en fait, et peut-être qu'on peut explorer ce qu'on peut faire avec. J'ai eu la chance, le luxe de naître dans un territoire qui est préservé, avec une famille qui a un regard sur ses modes de consommation, j'ai envie de dire pas éveillé, mais en tout cas attentif. Et j'ai vraiment eu cette chance de naître vraiment dans un lieu qui est juste somptueux, et où la nature est omniprésente, et où j'ai pu lors de ma construction d'individu enfant vivre avec des chiens, avec des brebis, avec des chevaux, et être acteur pas simplement de la préservation d'un territoire, mais être acteur d'une construction en harmonie avec son territoire, avec les personnes qui sont sur son territoire, produire de manière réfléchie. C'est quelque chose qui m'a toujours animé, qui a toujours été dans lequel j'ai toujours trouvé du sens en fait. Après, il y a aussi, au-delà de toute cette prise de conscience un peu écologique, donc qui nous anime depuis finalement assez jeune, il y a aussi le rapport au travail et l'envie de construire une activité professionnelle aussi qui a du sens, c'était un peu ok, j'ai envie de vivre de mes rêves en fait, et du coup ce qui m'anime c'est ça, donc je vais essayer d'aller au bout. Peut-être ça marchera, peut-être pas, mais en tout cas j'aurais été au bout, et c'était aussi un vrai choix et une vraie façon de voir les choses. Après, je pense que l'un comme l'autre on envisage notre vie professionnelle, que ce soit laine paysanne ou la vie à la ferme, comme un mode de vie à part entière et pas juste comme un travail. Et ça tombe bien parce que ça demande beaucoup d'engagement quand même. Est-ce qu'on est engagé ? En tout cas, on est engagé dans une entreprise qui, on l'espère, a un impact positif sur le développement de notre société, et d'une société qui pourra accueillir nos enfants aussi bien, ou en tout cas pas moins bien que celle qui nous a accueillis quand on était petit, quoi. Ouais, en tout cas, essayer la notion de durabilité a été souvent, maintenant peut-être galvaudée, on l'a longtemps entendu parler. On en a souvent et longtemps entendu parler, mais c'est vrai que la durabilité aujourd'hui, je veux dire, c'est quand même un enjeu majeur de l'existence humaine. Donc dans ce sens-là, oui, on est engagé. Ouais. En fait, il faut quand même partir d'un constat très technique, c'est que pour avoir une laine de bonne qualité, il faut qu'elle soit issue d'une brebis en bonne santé. Donc on a tout intérêt à ce que les bêtes soient bien traitées. Donc pour nous, ça va vraiment passer par cette démarche d'aller chez les éleveurs pendant la tonte. Ça rejoint en fait la notion de traçabilité, c'est-à-dire que quand on nous parle de traçabilité, on nous dit mais pourquoi moi, si je sais que ma laine elle vient de telle partie de la France, je sais d'où elle vient, donc c'est suffisant. Nous, on dit que c'est pas suffisant, parce que de savoir de quel troupeau vient exactement la laine, ça nous permet de parler des conditions d'élevage, de l'état sanitaire d'un troupeau, de toutes les pratiques autour, et ça nous permet de garantir vraiment le bien-être animal.
Voilà, donc après ça demande d'avoir un petit peu d'œil au niveau de l'élevage et quelques connaissances, mais une brebis en bonne santé ou une brebis en mauvaise santé, on va le voir tout de suite, que ce soit à l'aspect général de la bête, que en voyant l'éleveur travailler, que à la qualité de la laine. Sachant que dans une toison, si on prend une mèche de laine, on peut lire des événements qui se sont passés au fur et à mesure de l'année. S'il y a des endroits où la fibre est plus fragile, etc. Mais dans les 12 mois de pousse, en fait, on peut retrouver des carences qu'il y a pu y avoir ou voilà, des éléments qui donnent des indices sur la vie de la bête. Donc voilà, de savoir lire ça, ça nous permet aussi d'assurer la bonne conduite et l'état sanitaire d'un troupeau. Et on a voilà tout intérêt à travailler avec des bêtes qui sont les plus heureuses possibles, sachant qu'ici à la ferme on est en plein air intégral, donc on est avec des animaux qui ne voient quasiment jamais la bergerie. La main d'œuvre et les savoir-faire ont été exportés là où la main d'œuvre coûtait peu cher. Tout ça a conduit à la création de grands pays producteurs, donc notamment la Nouvelle-Zélande, l'Australie, aujourd'hui la Chine, l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, etc. Ce qui a permis de produire de la laine en très grosse quantité de façon beaucoup plus uniformisée. Parce que sur la France et l'Europe, on est sur des cheptels qui sont extrêmement hétérogènes avec une grande diversité dans les races. Donc ça va être des petites quantités produites un peu partout avec des qualités différentes, donc qui sont plus difficiles à industrialiser en fait. Donc de ce contexte mondialisé fait que la filière laine française européenne s'est écroulée et que la qualité portée à cette laine par les éleveurs, donc tout le soin porté à la récolte de la laine par les éleveurs, a été abandonné au fur et à mesure, faute de débouchés économiques. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où on a effectivement cette volonté de recréer des filières en France, de mieux comprendre les filières à la base et de travailler plus localement, mais on se heurte à cette hétérogénéité, cette diversité dans les troupeaux, dans les qualités de laine, et l'abandon qui a été porté à cette qualité. Donc on va retrouver au sein d'une même race plein de sortes de laines différentes. Et il y a aussi très simplement la propreté de la laine. C'est-à-dire que la laine, vu qu'elle est très mal vendue, elle va être mélangée à la paille et elle va être très difficilement exploitable en local dans ces conditions-là. Donc il y a tout un travail à faire, et ça c'est un des enjeux majeurs, de concertation avec les éleveurs, parce que sans eux on fera rien, sur la qualité de la laine à la base, que ce soit au niveau de la conduite du troupeau, des conditions de tonte, que des conditions de récolte de laine et du tri. Quand on est sur des laines françaises qui n'ont pas forcément de traçabilité et qui ne sont pas triées donc chez les éleveurs, il y a deux solutions qui s'offrent à elles, soit d'être lavé puis carbonisé. Donc le carbonisage il s'effectue en Belgique ou en Chine, peu importe. Et donc ça consiste à tremper la laine dans l'acide sulfurique pour tout simplement pour dissoudre les végétaux, ou alors d'être peigné. Donc il y a un peignage dans le nord de la France qui implique des très grosses quantités en termes de transformation, ou alors il y a des peignages notamment en Italie, qui sont des nettoyages mécaniques qui éliminent les fibres courtes et les végétaux. Mais tout ça pour dire que dans le cadre d'une filière très locale, une filière qu'on appelle cardée, le fait de retrouver des végétaux ou des petites impuretés dans les produits finis, dans les pulls, font totalement partie de la vie du produit. Le problème de l'acide sulfurique, c'est que d'une part, il faut que la laine est trempée dans cet acide sulfurique, ce qui impacte la qualité de la laine, puisque la fibre est forcément aussi impactée par cet acide. Et ensuite, elle doit être relavée, cette laine. C'est-à-dire qu'on la lave une première fois dans l'acide sulfurique et on la relave ensuite pour enlever évidemment un peu l'acide qu'il y a sur ses fibres, pour pas que le consommateur porte à même la peau avec un peu d'acide. Et donc c'est relavé, et le problème c'est comment on gère ensuite ces effluents qui sont cette eau qui est mélangée à l'acide et qui ensuite est évacuée. Donc ça c'est la grosse problématique environnementale, elle est là. Et la majorité des laines que l'on porte sont forcément trempées dans ce type de bain, parce que aujourd'hui, trier la laine comme on le fait, comme on l'a toujours fait, et comme beaucoup le font aussi, c'est un coût qui est important, et le consommateur n'est pas toujours prêt à payer un coût qui est issu donc de ce travail supplémentaire qui est le tri de laine sur chantier de tonte, quoi. T'as dû voir, on a très peu de laine de brebis noires là. Les tarasconnaises, elles sont majoritairement blanches, et aujourd'hui l'enjeu c'est de récolter de la laine noire. Donc tu vois, ici on en a très peu de laine noire, et donc c'est le fait qu'on ait récolté chez différents éleveurs aussi, ça va nous permettre de récolter la laine noire qu'il y a chez les différents éleveurs
pour donc constituer un lot de laine noire, et c'est sur cette base-là qu'on va pouvoir mettre de la couleur en fait dans les produits, parce que tous les produits que tu as pu voir là dans le showroom, dans la boutique, on travaille que sur la couleur naturelle des bêtes. C'est-à-dire que tous les gris que tu as vus, en fait, ce n'est ni plus ni moins que de la laine noire qui est mélangée avec la laine écrue. Donc on va avoir différentes teintes de gris, et en mélangeant 20%, 50% de laine noire, on va avoir un camion de gris donc, qui permet d'avoir de la diversité ensuite dans la couleur des produits, quoi. Donc la laine noire, c'est quelque chose qui est très important. Paradoxalement, c'est la laine qui vaut le moins cher sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas la teindre. Aujourd'hui, tout le monde veut la laine blanche parce que c'est teint, quoi. Mais après, dans quelles conditions ? Ça, c'est la question, quoi. Nous, en fait, la laine noire, on la rachète, on serait prêt, on la rachète au même prix, mais on serait prêt à la racheter encore plus cher, parce que pour nous, elle a une vraie valeur, parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir cette diversité-là dans nos couleurs, quoi. Et donc, on va avoir des gris 50%, des gris 20%, grâce au mélange lors de la battue en filature de cette laine noire et de cette laine blanche. Alors c'est vrai que depuis le mouton jusqu'aux vêtements, il va y avoir plein d'étapes de transformation qui respectent aussi une saisonnalité. Donc l'histoire, elle commence à la tonte. C'est-à-dire qu'on travaille aujourd'hui avec un peu plus de 10 éleveurs sur toute l'Ariège. Donc ces différents éleveurs vont travailler eux toute la saison avec leurs moutons. Et au début du printemps, enfin entre la fin d'hiver et le début de l'été en fait, va avoir lieu la tonte. Donc la tonte, elle consiste à récolter la laine des moutons et à leur apporter un soin. Il y a vraiment une dimension sanitaire pour le troupeau. Donc nous, on va se déplacer chez ces éleveurs pendant la tonte avec le camion, la table de tri et une équipe de personnes motivées. Donc on va commencer par trier la laine au fur et à mesure qu'elle est tondue, ce qui va nous permettre de récolter et les plus belles qualités de laine et les couleurs naturelles. Donc ça, c'est une étape qui est très importante pour avoir derrière une laine suffisamment propre pour être transformée à l'échelle industrielle. Ensuite, on va stocker ces lots dans un bâtiment ici sur la ferme jusqu'à ce qu'on ait récolté les différentes qualités fin juin. Début juillet, une fois que tout est récolté, que les lots sont faits et ont été pressés, parce que la laine, ça pèse pas très lourd, mais ça prend beaucoup de volume, donc ça pose un problème pour le transport. On va emmener tout ça en Haute-Loire, au lavage du Gévaudan, à Saugues, très exactement, de façon à faire laver tous ces lots. L'étape suivante, ça va être la filature, puisqu'on travaille à partir d'un fil pour le textile qui en découle. Donc on va travailler principalement avec la filature du parc, qui est une filature tarnaise, donc qui est le département voisin. On reste à côté de la maison, et c'est eux qui vont prendre en charge la filature des différents lots. Et ensuite, on va travailler avec un tricotage du Tarn pour toute la transformation maille, c'est-à-dire la fabrication des accessoires, donc chaussettes, bonnets, etc. et les vêtements. Alors bonjour, moi je m'appelle Eric Gunzley, je suis donc le responsable commercial de la filature du parc depuis 20 ans maintenant. Comme vous pouvez le voir, on est dans un environnement déjà naturel, Brassac, voilà, on est dans le Tarn, en Occitanie. Et c'est un petit peu la philosophie de l'entreprise, et un peu la politique de la famille de l'entreprise, je dirais, parce que voilà, on est 48 personnes aujourd'hui, mais ça reste, filature du parc reste une petite structure, on reste 5-6 au bureau, et puis après c'est le personnel de la filature qui fait tourner la boutique. Ouais. Et on est fiers, même au bureau, on est tous fiers de travailler pour les marques avec qui on travaillait déjà, mais même pour toutes ces petites start-up qu'on voit arriver. Donc c'est vrai que c'est très motivant de travailler dans ce sens-là. Voilà. Et franchement, on est convaincus de ça, et pour nous, c'est l'avenir, quoi. C'est l'avenir. On est on a choisi la bonne direction. Donc ici, c'est un nouvel entrepôt, neuf, où on vient stocker les matières recyclées. Voilà. Toutes les balles que vous voyez ici, c'est des matières recyclées. Qu'est-ce que c'est les matières recyclées ? En fait, on a deux sources d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'on récupère les chutes de confection et les déchets de bonnetterie. Tous les tricoteurs ont des chutes et les confectionneurs aussi, d'accord ? Ces chutes, elles sont triées par nuance de couleur et par composition. Ensuite, ça arrive ici et c'est ici qu'on va le défibrer dans la machine que je vais vous montrer. C'est-à-dire que cette matière, on va la transformer en fibre pour pouvoir refaire un fil avec. Ça, c'est une première source d'approvisionnement. On appelle ça le pré-consumeur. Et ensuite, on parle de post-consumeur. Là, c'est carrément des vêtements en fin de vie, en fait. Voilà, des vêtements en fin de vie, pareil, qui sont triés par nuance de couleur et par composition. Voilà le nouveau hangar où on défibre les matières. Donc, il y a un investissement d'1 million d'euros. Donc, on a eu des subventions, des aides. On a eu donc l'ADEME et on a eu aussi la région qui a participé à l'investissement.
Donc ce que vous voyez là, c'est complètement unique. Vous le verrez nulle part ailleurs. On a travaillé avec des bureaux italiens, des bureaux français, des bureaux d'études en fait pour développer cette machine-là. Donc pour vous expliquer le concept, donc c'est ici qu'on va déposer les balles de pull en fin de vie qui sont collectées, comme vous voyez ici par exemple. Là vous voyez il y a marqué 85% laine. Ça veut dire que notre fournisseur nous garantit qu'il y a 85% minimum de laine. Et autres fibres. Ensuite, généralement, c'est du polyamide ou du polyester ou autre. Et c'est pour ça que nous, dans nos compositions de fils recyclés, on met toujours une composition avec 5% d'autres fibres. Parce qu'évidemment, comme c'est encore du tri manuel, il se peut qu'il y ait quelques écarts de composition, de composants. Voilà. Donc ces balles qui pèsent entre 250 et 300 kg, on va les positionner ici. Ici, il y a un tapis. Donc il y a un opérateur qui va à la main prendre les pulls, qui va les mettre sur ce tapis. Voilà, ici il y a un détecteur de métal. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, sur ces pulls, il peut toujours y rester des boutons ou des fermetures éclairs et ça peut causer ensuite des problèmes pendant le défibrage. S'il y a un article en métal qui est détecté, le tapis s'arrête et l'opérateur enlève le pull, simplement. Il enlève et vous voyez, on en retrouve pas mal. Même si ça fait partie du cahier des charges, le fournisseur, on lui explique qu'on n'en veut pas, mais bon, c'est manuel, il se peut qu'il y en ait toujours. C'est pour ça que par sécurité, on a installé ce système. Et ensuite, il y a une première coupe, ici, qui va déjà couper les pulls en petite partie. Et une deuxième coupe qui vient comme ça en perpendiculaire, de sorte à obtenir des petits carrés qui font 10 par 10 à peu près. Voilà. Et ensuite, cette matière va donc aller dans les casiers mélangeurs ici. Ici, on a un tapis qui va prendre la matière. Alors là, on peut rentrer plusieurs tonnes de matière à l'intérieur. Ça va prendre donc les petits morceaux qu'on a découpés et ça va la mélanger, ça va l'aérer. Voilà. On a deux casiers parce qu'on peut gérer sur deux couleurs en même temps si on veut. Voilà. Et ensuite, la matière va passer ici, en aérien là-haut, va tomber ici sur un tapis et qui va être prise pour être défibrée dans ces groupes cardans. C'est là où tout se passe en fait. Voilà. À l'intérieur de ces deux machines, c'est là où on va obtenir la fibre souhaitée pour pouvoir faire un fil de qualité. Voilà. Alors vous imaginez bien que cette machine-là, il y a de nombreux réglages qu'on peut faire en fonction de ce qu'on va défibrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, on sait très bien défibrer la maille, comme vous l'avez vu, c'est des pulls, c'est des bonnets, c'est des écharpes, mais on défibre aussi les jeans, parce qu'on a fait une grosse opération il n'y a pas si longtemps que ça avec les magasins Bonobo Jeans, avec le relais qui avait collecté les jeans en magasin. Donc on peut défibrer donc les jeans, la maille et les ceintures de sécurité. Voilà. Et ensuite, la matière va être automatiquement mise en balle. Donc vous voyez, ça ne fait qu'un cycle en fait. La matière, une fois qu'elle est rentrée sur le tapis, elle sort directement mise en balle de 300 kg. Voilà. Je m'appelle Myriam Joly, donc j'ai créé et je gère la société de tricotage Atelier Joly, ainsi que Missègle, qui est la société historique, puisque celle-ci je l'ai créée en 95 pour valoriser les fibres de mon élevage de chèvres angora. Donc j'ai aujourd'hui un atelier de tricotage qui est à la fois atelier chaussettes et atelier pull. Voilà. Nous on a des chaussettes très solides. Pour nous le fait de faire des choses qui durent, c'est quelque chose qui est important. Mais on a quand même quelques clients qu'on appelle les manches chaussettes qui arrivent à percer nos chaussettes. Donc on a travaillé dessus, on a fait de la R&D, ensuite on l'a fait analyser. Et donc quand on a fait les analyses, c'est ce qu'on appelle le test de la mère Tyndall. C'est un test qui est un test d'usure par frottement et où on mesure le nombre de frottements avant d'abord le jour et ensuite avant le trou. Et donc on avait lu, on a des collègues qui font déjà ça, bien sûr on n'a pas inventé ça, ils étaient à 49 000 tours je crois, d'accord. Donc on a dit ben non, nous on pense qu'on a fait mieux que ça, donc on va aller à 100 000 tours, allez soyons fous. Et donc on leur dit ok banco 100 000 tours, donc 100 000 tours, ils nous appellent, ils disent écoutez on est embêtés, 100 000 tours ils n'ont toujours pas percé.
Donc voilà, donc on a dit, ben alors on peut le dire, et on a preuve à l'appui, on a les chaussettes les plus solides du monde. Donc en fait, donc de nous depuis le départ, l'ADN de l'histoire, c'est de produire en France, et c'est de produire avec des matières solides, donc d'être dans le sens de aujourd'hui, on est complètement porté par ces deux items qui sont en fait le fabriqué en France et des vêtements durables, donc avec le moins d'impact possible sur la planète. On s'est inscrit là-dedans d'entrée. Pour la première année l'an dernier, il y a eu une augmentation du nombre d'actifs dans le textile de 6%, 15% sur la région Occitanie. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent se faire. Bon, on est arrivé très bas. Il y avait 30 000 personnes en Midi-Pyrénées il y a 30 ans et il y en a à peine 2000 aujourd'hui. Donc c'est sûr que les augmentations sont plus faciles quand on part d'un petit nombre. Mais moi, je crois que est-ce qu'on a des contraintes, bien sûr. On a des frais de production qui sont bien supérieurs aux autres. Maintenant, quand on court-circuite pas mal de frais annexes, ben finalement, on arrive à passer. Donc en fait, en distribuant autrement, nous, on arrive à tirer notre épingle du jeu, absolument. Ensuite, le tout est de réfléchir à pourquoi on grandit, comment on grandit, etc. Donc, de pas se laisser déborder par cette croissance. Bien sûr, il faut garder l'éthique, il faut comprendre qu'est-ce qui nous fait bouger. Il faut réfléchir à quel type de croissance on veut, c'est-à-dire que c'est pas forcément toujours faire plus, c'est certainement faire mieux. Donc on essaye de ça, c'est-à-dire la croissance nous permet de faire mieux. C'est dans ce sens-là que c'est intéressant. Ouais, voilà. Vous le voyez, quand on habite ici, on peut pas être différent. Évidemment qu'on est très très soucieux de la planète qu'on va laisser à nos enfants et de voir tout ce qu'on peut faire pour effectivement diminuer l'empreinte qu'on peut avoir sur la Terre. Merci à Laine Paysanne, à la Filature du Parc et à l'Atelier Joly de m'avoir reçu pour ce reportage. Et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau reportage sur la route.